Marc a fait un burn-out qui a déclenché un trouble psychologique, la dépersonnalisation. Ce burn-out lui a rapporté 1,6 million d'abonnés et une nouvelle vie. Salut Marc, Salut, comment vas-tu? ça va bien toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de te recevoir et que tu puisses partager ton parcours qui est assez atypique. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui? Je vais commencer par ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis créateur de contenu, entrepreneur. Je fais des vidéos, j'ai commencé à faire des vidéos sur le thème, c'était un peu large, c'était du développement personnel, un peu de psychologie, un peu de spiritualité, tous ces sujets-là. Et là je suis en train d'évoluer vers le côté un peu plus entrepreneur, je dirais, d'ajouter ce côté-là. J'ai commencé sur TikTok, j'ai eu pas mal de visibilité sur TikTok. Pas mal, modestie, on peut le dire. 1 million d'abonnés. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Bon, après, 1 million sur TikTok, c'est pas autant qu'1 million sur YouTube ou sur oui, Insta. mais ça veut dire quand même que ça a bien fonctionné pour toi, quoi. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça, c'est cool. Et dans quel environnement j'ai grandi, c'est ça? Oui. Comment je dois dire ça? À toi de voir. Dans quel environnement? Je sais pas, est-ce que tu as envie de partager Parce que je trouve que l'enfance détermine beaucoup de ce qui se passe après. Sûr. Donc c'est pour ça que... C'est sûr. Je suis né en France. Ma mère est d'origine polonaise. J'ai jamais connu mon père biologique. J'ai grandi avec j'ai été élevé par un beau-père, on peut dire ça. Est-ce que le fait d'avoir grandi sans ton père a influencé ce que tu es devenu? Je pense que c'est forcément le cas, mais que je m'en rends pas compte. T'as pas ressenti de manque particulier? Pas vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, je ressens pas spécialement de manque, non. Je ne sais pas. J'avoue que c'est un peu flou, en fait. En fait, quand tu me poses cette question, ça me semble flou dans ma tête. Il n'y a pas de réponse. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas forcément une question que tu te poses et c'est pas forcément une problématique. Ouais, je pense que c'est une question que je me suis très peu posée, en effet. D'ailleurs, on en avait déjà parlé, toi et moi, un jour. C'est pour ça. Que je pourrais avoir l'occasion de voir mon père biologique. Parce que du coup, tu ne connais rien de lui. Je connais rien de lui. Et c'est ce qui est fascinant, je trouve. Ouais. Parce que même en tant qu'homme, de te demander à quoi il ressemble, parce que c'est un peu à quoi potentiellement tu peux ressembler après. Et c'est ce qui me paraît fou dans cette réflexion. Mais franchement, je suis curieux. Je serais curieux de voir à quoi il ressemble, mais je sais pas. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon cerveau qui trouve que c'est pas une priorité du tout, qu'il y a des trucs mieux à faire. Mais je serais quand même curieux, ouais. Et ça va pas au-delà de la curiosité, j'ai l'impression. Oui, c'est pas un vrai besoin. Ouais. Et t'étais comment quand t'étais enfant? À l'école, en primaire, on m'appelait tête dans les nuages. Ça veut dire beaucoup déjà. Ouais. Je pense que j'étais tout le temps dans ma tête. J'étais tout le temps en train de réfléchir à des trucs, de rêver à des trucs, d'imaginer des scénarios. Comme tout le monde, j'imagine. Mais moi, c'était peut-être un peu plus... J'arrivais pas vraiment à me focaliser sur les cours ou sur les trucs qu'on me disait ou qu'on essayait de m'apprendre. Ouais, je pense que j'étais un rêveur. Et tu rêvais de quoi à ce moment-là? J'imaginais des scénarios. Je sais pas. Quand je m'ennuyais dans la classe, parfois je regardais des films dans ma tête. Genre des films que j'avais déjà vus. Où je m'imaginais en train de vivre des aventures, des trucs. Ouais, donc, mais c'est complètement lié à ce que tu vas faire après, au final. En fait. Ouais. C'est que tu construisais déjà des scénarios depuis tout petit. On peut dire ça. Est-ce que c'est lié à ce que je fais maintenant, tu trouves? Écrire des scripts de vidéos et... oui. Plus ou moins, quand même. Non? Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, la capacité d'imaginer quelque chose comme ça, de le visualiser, c'est ce que tu faisais déjà, au final. Mais je pense que c'était aussi beaucoup parce que je comprenais pas ce que je faisais là. Je comprenais pas ce que je faisais à l'école. Pourquoi on apprenait des trucs qui ne voyaient aucun sens. Ouais, voilà. Je voyais pas où ça allait. Il y avait pas une matière, quelque chose qui t'attirait plus que... Non. Et tu voulais faire quoi? Tu imaginais quoi de ta vie d'adulte? Le truc que je kiffais le plus quand j'étais petit, c'était les jeux vidéo. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup de jeunes. J'avais un rêve, en fait. J'avais un objectif un peu
Ouais, j'avais envie de créer des jeux vidéo, en fait. Ouais. Je crois que ce que j'avais envie, c'était de créer des mondes. Oui, du coup, c'est lié à ce côté très Ouais. rêveur et... Et finalement, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai l'impression que j'ai été découragé À l'école? On m'a dit que c'était des longues études, que c'était compliqué, que t'es pas sûr d'être pris, etc., etc. Mm. Et au final, j'ai laissé tomber. Parce que t'avais des mauvais résultats à l'école? Ouais, et puis parce qu'on m'a dit Que c'était trop dur, c'était pas que fait c'était pour trop toi, dur, quoi. voilà, que c'était Ouais. dur. Ouais, mais c'est terrible, parce qu'en fait, on t'a direct mis des barrières et t'as même pas cherché, Ça, quoi. c'est ouf. Ouais, Oui. c'est Mais vrai. comme beaucoup d'enfants, hein. Mm. C'est pour ça que je trouve, bah, notamment avec le podcast, de mettre en avant des profils, des parcours de vie. Parce qu'en fait, des fois, on te met des barrières et après, tu te dis, bah, je peux pas le faire. Alors qu'en fait, il y a plein de possibilités d'y arriver. Si toi, t'es persuadé que c'est ce que tu dois faire pour toi. Ouais, carrément. Carrément. Mm. Même maintenant, hein, même encore aujourd'hui, il y a certaines barrières, enfin maintenant les barrières, elles changent, j'ai l'impression. Elles sont beaucoup plus paradoxales. Ça me fait penser à un truc intéressant. En fait, il y a un moment où j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus sur le succès, sur le fait d'avancer vers ses objectifs, sur le Oui. succès. Parce que au début, je faisais beaucoup de vidéos type un peu plus santé mentale, un peu plus acceptation de soi, etc. Parce que c'est un sujet qui moi m'a beaucoup aidé, Mm. dont j'ai eu besoin. Et au moment où j'ai commencé à faire des vidéos sur des sujets qui poussent plus vers la direction de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'est des messages culpabilisants. C'est vrai. Et du coup, Mm. j'ai l'impression que ça a mis un autre type de barrière. C'était l'interdiction d'avoir des objectifs trop élevés. Parce que ça pourrait faire se sentir mal certaines personnes de parler de ça. C'est complètement lié à ce qu'on vient de dire juste avant d'enregistrer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'évoquent pas certains sujets, même dans tes proches, tes amis, parce qu'ils se sentent inférieurs et ça les fait se sentir mal, en fait. Ouais. Mais je trouve que en ce moment, c'est particulièrement le cas. Je pense que les gens se remettent beaucoup en question et qui se disent, en fait, je me sens inférieur, quoi. Et si toi, tu l'as ressenti dans les vidéos, c'est que il y a un vrai problème là-dessus, quoi. C'est clair. L'écart se creuse encore plus, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas un hasard si on rencontre certains types de situations. Et j'ai aussi l'impression que il y a plusieurs étages, dans le sens où ça peut aussi m'arriver de me comparer Oui, à des gens qui ont plus de succès que moi et de me sentir mal par rapport à ça. mais pareil. Mais je pense que c'est naturel. Et les réseaux sociaux, c'est le pire pour Ah ça. ouais, laisse tomber. T'as l'impression que la vie des autres, elle est facile, elle est incroyable, alors qu'en fait, quand tu creuses, on a tous nos problèmes et c'est pas simple, quoi. C'est clair. Mais c'est ça que ça a fait. Les réseaux sociaux, Hmm. on a l'impression que la vie de tout le monde est mieux que la nôtre. Tout le monde montre que le beau côté de sa vie. Ouais. Et vu qu'on voit que ça, on a l'impression que on est tout en bas, quoi. Bah oui, non, mais Mais c'est même sûr. moi, enfin, Hmm. j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire, pourquoi il raconte ça? Il a 1 million d'abonnés. C'est débile de dire ça. Si, ça m'arrive aussi, en fait. Bah oui. Et Parce que tu te compares à quelqu'un qui est forcément encore plus. De toute façon, c'est toujours plus. Il n'y a jamais de limite. c'est ça. Et justement, pourquoi tu as commencé à publier sur les réseaux? Alors moi, c'est parti d'un trouble psychologique que j'ai vécu. Ça a commencé quand j'ai commencé à travailler en tant que salarié. Tu faisais quoi à ce moment-là? J'ai fait une alternance en commerce, BTS MUC. Parce qu'on t'a dit d'aller faire un BTS MUC ou parce que tu n'avais pas de plan particulier, j'imagine. En fait, juste dans ma tête, il fallait juste que je fasse un truc qui fait que ça a l'air prestigieux et qui fait que les gens vont se dire bon bah il a réussi sa vie, voilà. Oui. Et aussi pour pour plaire à ma famille entre guillemets. Et c'est ça qui est aussi bizarre, c'est que ma famille m'a jamais dit il faut que tu aies un métier prestigieux. Ils m'ont jamais dit ça. Alors Mais pourquoi moi, tu... je me suis juste comparé aux autres membres de ma famille, à mes cousins qui eux avaient fait des études hyper longues et tout. Et tu t'es dit, pour être aussi bien, faut que je fasse pareil. Exactement. Exactement. Alors que personne m'a jamais dit de faire quoi que ce soit. Déjà, ça, c'est une chance de pas avoir eu de pression Ouais. de ta famille. Carrément. Carrément. Et tu te l'as mis tout seul, du coup. Je me la suis mis tout seul, c'est ça. Je suis passé par un autre chemin. Ouais. Et j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail. Et en fait, je pense que j'ai juste pas eu de chance parce que je suis tombé sur des patrons qui nous traitaient, donc les employés, vraiment comme des merdes, vraiment comme des esclaves. Tu faisais quoi? C'était quoi ton poste? Il y a eu deux événements. Au début, j'ai travaillé en alternance dans une boulangerie. Parce qu'en fait, c'était le seul truc que j'avais trouvé.
C'est difficile de trouver une alternance. Oui. Et moi, l'année avait déjà commencé, j'avais pas envie de perdre une année. Donc j'ai pris le premier truc que j'ai pu trouver, quoi. Et tu sais quoi, tu vendais Ouais, en gros, c'est ça. Ah oui. En gros, c'est ça. Et en fait, moi, je faisais ça pour la seule raison que ça me permettait d'avoir une école, parce que c'était le seul moyen pour moi. De payer une école. Ouais, c'est ça. Donc je suis resté là-bas pendant une petite période, et là-bas, on était vraiment traités comme... En fait, la patronne, on avait l'impression qu'elle se prenait pour une reine, tu vois. Je voyais le matin quand elle arrivait, il y avait l'un des employés qui accourait vers elle pour prendre sa veste, pour lui enlever sa veste et l'accrocher, ouais. Dans une boulangerie? Ouais. Ça paraît fou. C'était vraiment son petit royaume. C'est vraiment, je te jure, on dirait un film Disney, tu vois. Oui, avec les petits esclaves qui viennent faire tout ce qu'elle veut pas faire. C'est ça. Quoi. Et ouais. Bon, déjà, ça, c'était assez violent à vivre. Parce que c'était un peu les premières expériences que j'avais. Ce que j'allais te demander, c'était la première expérience pro? Pas tout à fait la première, j'en avais eu d'autres avant, mais c'était pas aussi violent que ça. Et en fait, ça détruit vraiment ton estime de toi. Dans le sens, t'es obligé de fermer ta gueule et de faire les choses qu'on te dit de faire, et c'est tout. Mais surtout à cet âge-là, tu sais pas vraiment qui t'es, ce que tu vaux, et en plus, on te fait comprendre que tu vaux rien. C'est clair. Et tu sais, tu pourrais me dire pourquoi t'es pas parti? Parce qu'en fait, moi, si je partais, je perdais mon école. Et si je perdais mon école, bah, je me retrouvais sans rien. Et du coup, il y avait toute cette pression que je m'étais mis. Comme quoi, ah bah oui, mais c'est normal qu'il a rien, c'est Marc. Donc lui, ça a toujours été plus ou moins un loser, on n'est pas étonné. J'avais ultra peur de ça. Oui, donc t'es resté. Donc je suis resté. Toute l'année scolaire? Non, je suis resté seulement quelques mois. Parce qu'après, j'ai trouvé un autre truc dans une boutique de vente de téléphones, d'abonnements et tout. Et du coup, j'étais super content. Parce que j'allais pouvoir enfin partir de la boulangerie et potentiellement être avec des gens plus cool. J'ai passé l'entretien, il m'a dit ok, parfait, on t'accepte, tu peux quitter ton alternance. Tu peux quitter ta boulangerie et tu viens chez nous. Du coup, moi, j'étais trop content, je suis allé. Je suis resté, donc ça faisait déjà 3 semaines que j'y travaillais, c'était cool. Le manager était cool, les employés étaient cool, ça se passait bien. Sauf que le patron, donc qui n'était pas dans la boutique, qui était au siège, je sais pas où, il devait me renvoyer le contrat pour que je le donne à mon école. Et en fait, il le faisait pas. Du coup, tous les jours, je l'appelais, je l'harcelais, je lui disais bon, c'est comment? Parce que là, mon école, ils me disent que si j'ai pas le contrat, ils peuvent pas continuer avec moi, etc. Oh, la pression. Il me disait ouais, t'inquiète, je t'envoie ça demain, Il m'a fait ça pendant à peu près une semaine. Au bout d'une semaine, je l'appelle et là, il me dit ouais, finalement, on va pas te garder. Oh, mais c'est horrible de faire ça. Ouais, franchement. Et c'était quoi sa justification? En fait, il y a 2 contrats, il y a 2 types de contrats. T'as contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation en alternance. Il y en a un qui est plus cher que l'autre. Et moi, l'école où j'étais, elle proposait que celui qui est plus cher. Et du coup, il disait, bah, ça va être trop cher pour nous, donc on arrête. Et ça, il aurait quand même pu regarder avant de te prendre. Ouais, il aurait pu. Parce qu'il se rend pas compte de l'impact que ça a sur la vie d'un jeune. Enfin, du coup, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que j'ai quitté la boulangerie dans laquelle je me suis forcé à rester, justement pour pas perdre l'école. J'ai trouvé un autre truc, mais du coup, il m'a viré, donc je me retrouve sans rien. Et là, en fait, le lendemain, je crois, ou 2 jours plus tard, j'ai eu un genre de vertige, un genre de gros vertige. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai eu ce qu'on appelle la dépersonnalisation des réalisations. Les gens qui ont ça, les symptômes, c'est que t'as l'impression d'être dans un rêve, c'est-à-dire que tu reconnais plus grand-chose autour de toi. T'as l'impression d'être dans un film, de pas être dans ton corps. Tu fais des crises d'angoisse tout le temps. Tu te reconnais plus dans le miroir. Il y en a probablement plein d'autres que j'ai oubliés. Mais on va dire les principaux, c'est ceux-là. Et du coup, ça a duré 1 an et demi. Du coup, ça, c'était la pire période de ma vie. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Quel âge j'avais? 20. T'as une vingtaine d'années, 20 ans? 22, 21, 22, un truc dans le genre. Et tu fais comment pour gérer ça à 22 ans, quand tu sais même pas ce que c'est, j'imagine? C'était la panique, parce qu'en fait, j'avais l'impression que je devenais fou, que je devenais schizophrène. C'était pas normal ce qui se passait. C'est pas normal de pas réussir à se reconnaître dans le miroir, par exemple. Tu voyais quoi, justement? Est-ce que c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent. Donc c'est intéressant si t'as quelqu'un qui vit la même chose, de l'expliquer, toi, avec ton recul. J'ai jamais pris de drogue dure. Les personnes qui ont le plus réussi à comprendre, c'est les personnes qui ont déjà pris, quand je leur expliquais, c'est des personnes qui ont déjà pris certaines drogues. Et après avoir pris cette drogue, ils se fixaient dans le miroir et ils voyaient que leur visage commençait à devenir différent. Ça pourrait s'apparenter à ça. Ou alors peut-être que ça peut aussi le faire, peut-être moins avec l'alcool. Non, je pense plus avec les drogues. Ouais. Mais en gros, tu regardes, t'as l'impression que ton visage se déforme en fait dans le miroir. Ouais, c'est très très flippant. Tu réagis comment? Je suis allé aux urgences.
Ah, t'as fait la démarche tout de suite. Ah bah ouais, non, parce que je savais pas ce qui se passait en fait. Je pensais que je devenais fou ou qu'il y avait vraiment un problème. Je suis allé aux urgences, mais du coup, ils m'ont donné un anxiolytique et ils m'ont dit de rentrer chez moi parce qu'il y avait rien physiquement. C'est tout. Ouais. Donc on te pose pas plus de questions. Un jeune qui va aussi mal, on te dit rentre chez toi, quoi. Et c'est ça justement qui est ouf, c'est que c'est un trouble qui est encore très peu connu apparemment, parce que même les psys que j'ai vus, les psychiatres que j'ai vus ne connaissaient pas. Bah oui. Du coup, les gens en fait qui traversent ça, ils se retrouvent tout seuls. Ils se retrouvent tout seuls et ils savent pas quoi faire. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Ouais. Je reçois quasiment tous les jours des messages Ah ouais, donc de ça gens veut qui dire qu'il y a quand traversent même beaucoup de gens qui sont touchés. Ouais. Mais tu mets quand des mots dessus? Parce que là, tu rentres chez toi à ce moment-là, mais tu sais toujours pas ce que t'as, en fait. J'ai commencé à regarder sur Internet. J'ai regardé sur Internet et j'ai tapé des mots-clés. J'ai tapé j'ai l'impression de me sentir bourré alors que j'ai pas bu. Je commence à taper des trucs comme ça, tu vois. Je commence à tomber sur des forums où des gens disent à peu près la même chose. Et du coup, je commence à tomber sur ce mot dépersonnalisation, déréalisation. Je commence à lire les symptômes. C'était exactement ça. C'était vraiment pile exactement ce que j'avais. Et du coup, j'ai compris que c'était ça, quoi. Et du coup, je voyais des gens qui disaient, ça fait 20 ans que je suis dedans, j'arrive pas à m'en sortir, je sais pas quoi faire. Des gens qui disent, j'ai envie de mourir, je vais me suicider. T'sais. Oh là là. Mais là, c'est la cata, du coup. Voilà, c'était la folie. Mais franchement, je sais même pas comment j'ai pu survivre à ça. Quand je me rappelle maintenant, je sais pas. Bah oui, parce que je me dis, t'as 20 ans, tu vis ça, ça doit déjà être horrible. Ouais. Tu dois te sentir tellement seul. Et là, tu lis ça t'encourage pas à... Enfin, tu fais comment à ce moment-là? Rien. Je fais rien, je panique. Je panique comme ça pendant plusieurs mois. Donc tu restes chez toi. Au début, je restais chez moi, mais j'ai remarqué qu'en restant chez moi, c'était encore pire. Il fallait que je sorte. Il fallait que j'aille dehors. Ça marche différemment selon les personnes. J'ai déjà parlé avec d'autres personnes qui l'ont vécu. Et pour certains, sortir dehors, c'est quasiment impossible. C'est encore plus angoissant. Pour certains, rester chez soi, c'est encore plus angoissant. Parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucun endroit où tu te sens bien. C'est juste, il y a des endroits où tu te sens un peu moins mal. Okay. Et moi, c'était quand je sortais, quand j'étais dehors. C'est un moment où j'aimais beaucoup marcher. Sortir marcher, ça m'aidait. D'ailleurs, c'est une habitude que j'ai gardée. Oui. À un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est impossible de continuer à vivre comme ça. Je commençais à me dire, je commençais à avoir envie de mourir, en fait. Parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant dans la vie. Il n'y avait plus rien que je pouvais faire. Est-ce que tu as essayé de mettre des choses en place pour que ça change? Ouais. T'as fait quoi, par exemple? J'étais allé voir des psys, des psychiatres. J'ai essayé une fois de prendre des médicaments. J'ai vu que ça ne changeait rien. Donc j'ai arrêté tout de suite. Et la psychiatre m'avait donné un conseil. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis content qu'elle m'ait dit ça. C'est qu'elle m'a dit qu'en fait, on peut donner des médicaments, mais ça va être juste un couvercle. Bah c'est ça, c'est un pansement. Ouais, c'est ça. Et tu vas devoir de toute façon traiter faire le problème à sa source. faire le travail qu'il faut. Moi, ça m'a confirmé que j'ai pas envie d'en prendre. Et puis de toute façon, ça m'aidait pas, donc ça servait à rien. Après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. D'ici, je parle pour moi, évidemment. Oui, non, bien sûr. Ouais, j'ai essayé tout ça. Bah, y a rien qui faisait avancer ou évoluer quoi que ce soit. T'étais soutenu à ce moment-là? Je dirais que oui. Du moins, les gens essayaient de comprendre. Ok, c'est déjà énorme. Ouais. T'étais pas vraiment tout seul face à ça. Ouais, les gens essayaient de comprendre, donc ça, c'était cool. Enfin, c'était cool. Bah, ça a aidé à se sentir moins seul, quoi. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à avoir connaissance de la spiritualité, de la philosophie, en faisant justement ces recherches-là sur Internet. Je regardais un peu. C'est un monde que je connaissais pas du tout, le développement personnel, toutes ces choses-là. Et j'ai commencé à lire des livres. Le premier livre que j'ai lu, c'était un livre de philosophie de Sénèque. C'est au moment où tu as eu les idées noires que tu as commencé ou c'est... Ouais, c'est plus ou moins à ce moment-là. Et en fait, quand j'avais ces idées noires, il y avait justement ce livre qui parlait beaucoup de la mort. Et moi, ça m'avait... En fait, on va rentrer dans un truc un peu glauque, je pense. C'est pas grave. Ça va pas être tout l'épisode, mais c'est important d'en parler parce que je pense que s'il y a des gens qui sont qui vivent la même chose que toi, ça peut les rassurer de se dire... En fait, j'appréciais de plus en plus l'idée de mourir parce que c'était la porte de sortie. Oui, ce qui est compréhensible en soi. Ouais. J'ai commencé à vraiment de plus en plus penser à ça, mais pas dans le sens où je vais le faire. Je vais passer à l'acte, je vais me faire du mal ou un truc comme ça. Je pense pas avoir cette tendance-là. C'est plus que ça me rassurait de me dire qu'un jour ça va être terminé. Oui, c'est ça. Mais c'est pas du tout la même démarche. Ouais.
Je voulais dire que tu étais prêt justement à te battre pour que ça Ouais, aille mieux. Parce que sinon, t'aurais choisi, entre guillemets, la solution de ouais, facilité et tu serais passé à l'acte. ouais. Je pense que j'ai eu de la chance. Parce que j'ai eu peut-être que c'est les livres que j'ai lus, je sais pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir un état d'esprit où je me suis dit, bon, bah, de toute façon, tout est foutu. Et ça m'a fait développer un genre de curiosité, où je me suis dit, de toute façon, tout est foutu et j'ai absolument plus rien à perdre. Je suis curieux de ce qui va se passer dans la suite du film. Parce que je me voyais un peu comme si Comme, j'étais pas dans mon corps, hmm. comme si je regardais un film. Et petit à petit, j'ai commencé à vivre de cette façon-là. J'ai commencé à me regarder de l'extérieur et à regarder Marc en train de vivre sa vie tous les jours, comme si je regardais un film. C'était un peu apaisant comme sensation. J'ai l'impression d'avoir perdu une grande partie de mon identité, de mon ego à ce moment-là. J'avais plus grand-chose à faire de ce qui allait m'arriver, ou de qui j'étais, ou de ce qu'on pouvait dire de moi ou penser de moi. C'est comme si j'étais devenu rien et que je regardais Marc en train de vivre sa vie. Et c'était, je dois dire, bizarrement agréable. C'est après que j'ai lu certains livres où j'ai pu reconnaître ce que j'avais fait à ce moment-là. Par exemple, le livre Le pouvoir du moment présent. Et dans ce livre, il parle d'un certain état qui est accessible à tous les humains, qui est l'état d'observateur. Oui. Il appelle ça l'observateur silencieux ou la conscience pure. Il y a plein de noms qu'on peut mettre là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est dans cet état que je me suis mis, que j'ai été forcé à me mettre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce livre, il dit justement que c'est souvent la souffrance qui nous pousse à nous éveiller, entre guillemets. Et moi, du coup, Ouais, c'était je la pense. souffrance qui Hmm. m'avait poussé vers cet état-là. C'est paradoxalement les moments où j'étais le plus mal parce que j'avais ces symptômes et j'avais tout le temps des crises d'angoisse, etc. Et aussi, paradoxalement, les moments où j'étais le plus heureux dans un certain autre sens. C'est quoi qui te rendait heureux à ce moment-là? J'avais l'impression d'être comme un fantôme qui était pas dans ce monde pour de vrai, qui explorait juste ce monde pour un petit moment, comme si j'étais venu ici pour 5 minutes, pour regarder autour de moi, regarder ce qui se passe, et qu'ensuite j'allais rentrer chez moi. Et ça, c'était quotidien. Toute la journée, tu pensais comme ça. Je dirais pas que c'était tout le temps. Il y a des moments où je retombais dans de la grosse panique, où je savais plus ce qui se passait et j'étais juste mal. Mais je dirais que j'alternais entre ces deux Hmm. états. Ouais, j'alternais entre ces deux états. Il n'y avait pas de juste milieu. C'était soit j'étais très mal, ou soit j'étais juste présent. J'étais juste là. Mais tu pouvais pas vivre normalement. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir vécu. J'avais pas d'objectif. Il y avait rien de spécial qui m'intéressait dans la vie physique. C'est là aussi où je me suis rendu compte maintenant, si j'y repense, même si on m'avait donné 1 million d'euros, si on m'avait donné quoi que ce soit à ce moment-là, ça aurait rien changé du tout. Rien. Non, parce que t'étais pas capable Ouais, de faire quoi que ce soit. c'est ça. Donc ouais, j'étais détaché de la vie physique. Et tu faisais quoi à ce moment-là? J'ai continué à travailler. Pendant quelques semaines, j'ai tout arrêté. Et après, en fait, j'arrivais pas à rester chez moi, j'arrivais pas à rester à Ouais. rien faire. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour m'occuper, pour pas être mal. Mais tu te sentais capable de Non, je me travailler. sentais pas du tout capable. Et Ah, même c'est au ça. travail, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes plusieurs fois par jour. Mais de toute façon, ça changeait rien parce que peu importe que je sois chez moi, que je sois en train de marcher dehors ou que je sois au travail, c'est la même chose, c'est les mêmes sensations. J'ai l'impression que je vais tomber par terre. Je sais même pas pourquoi vraiment j'ai pris cette décision-là de continuer. À Mais travailler? ouais, Peut-être pour pas te sentir aussi seul. peut-être. Parce que bon, rester chez soi à rien faire. Ouais, je crois que c'était encore pire. Je crois que c'était Bah encore oui. pire de rester chez moi à rien faire. Et t'as travaillé dans quoi du coup? Enfin, j'ai pas réussi à trouver un autre truc, c'est mon école qui m'avait trouvé un autre truc à ce moment-là. Il m'avait trouvé un poste dans une boutique de prêt-à-porter à Châtelet. Sympa. Ouais, Un vrai challenge. ouais. Du coup, bah, je travaillais là-bas, quoi. Je faisais les trucs qu'il y avait à faire. Et t'arrivais toute la journée à rester au travail malgré ce que tu vivais J'ai en même temps. l'impression que je savais pas ce que c'était la fatigue. J'arrivais pas à déterminer si je suis fatigué ou pas dans cet état, en fait. Je savais pas. C'est c'est comme si ça avançait tout seul. En fait, je crois que dans mon corps, il y avait tellement d'adrénaline que je Mm. ressentais pas vraiment la fatigue. Mais tu dormais pas? Si, je dormais super facilement, justement. Ouais, Parce en fait, que, t'étais vraiment, bah, vraiment dans le moment présent, quoi. ouais, Quand tu dormais, et le reste du temps, ouais. Et justement, j'adorais dormir parce que ça me permettait de disparaître. ouais, ne pas penser. Ouais. C'est le seul moment où je me disais, OK, c'est cool, il reste plus beaucoup de temps de la journée avant de disparaître.
À chaque fois que tu te réveillais, c'était la même chose. Direct. Il n'y a pas de moment de répit où... Non, il n'y a aucun moment de répit. Aucun moment de répit et aucun moment où la réalité semble réelle. Il y en a qui ont ça par intermittence, par phase. Moi, c'était constant. Et pendant combien de temps? 1 an et demi. Et c'est énorme. Franchement, je sais pas comment j'ai survécu à ça. Franchement, quand la première fois que tu m'as dit ça, je me suis dit, mais comment tu tiens? Oui. Surtout quand, ok, t'as beau faire ton diagnostic tout seul, mais en fait, si t'es pas aidé par le corps médical, je me dis, mais comment tu t'en sors? C'est juste horrible. Ce qui m'a le plus aidé, c'est les livres que j'ai lus et certaines vidéos que j'ai vues sur YouTube. Voilà. En fait, c'est ça qui m'a, je pense, le plus aidé. Et à ce moment-là, il y avait déjà des gens qui en parlaient sur YouTube? Il y avait un mec qui en parlait. Il y avait un mec qui avait vécu ça, un Russe. Mais il parlait français avec un accent russe. Sympa. Et lui, il avait vécu ça. Et c'est en regardant ses vidéos. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que une fois que j'ai percé sur les réseaux, que j'ai eu plein d'abonnés, etc., un jour... Il t'a écrit? Non, en fait, il savait pas qui j'étais. Parce que moi, je regardais juste ses vidéos. Mais un jour, je vois un gars qui s'abonne à moi, dont la tête me dit quelque chose. Je clique sur la photo et c'était lui. Ce mec-là, qui m'avait aidé à m'en sortir, venait de s'abonner à mon compte sans savoir qui je suis. Tu lui as jamais écrit? Si, je lui ai envoyé un message. Oui, pour lui dire que c'est... Ouais. Parce que il t'a aidé au final. Ouais. Sans le savoir. C'est incroyable. Ouais. J'avoue, c'est un peu la boucle est bouclée. C'est ça. C'est fou. Et il continue, lui, à faire des vidéos, justement? Il a complètement changé de domaine, il est parti dans une autre direction. Je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Faudrait que je lui demande d'ailleurs. Bah, c'est là en fait qu'on voit que les réseaux sociaux, ok, c'est peut-être négatif pour certains aspects, mais pour d'autres, ça peut sauver des vies en fait. C'est ce qui t'a aidé. Ouais. Et c'est lui en fait qui m'a donné l'espoir. C'est lui en fait qui m'a entre guillemets fait tenir parce que il m'a fait me dire, ok, en fait, il y a un 0,1% de chance quand même que ça aille mieux. C'était le seul truc que j'avais besoin pour m'accrocher, quoi. Bah, un peu d'espoir, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour ça allait mieux? D'accepter. C'est la seule solution. Il n'y a rien que tu peux faire. Quand je dis d'accepter, c'est d'arriver au moment où tu te dis, ok, ça y est, j'arrête de me battre, j'essaye plus rien, j'essaie pas de m'en sortir, j'essaie pas de faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est ça ma vie et ça sera comme ça pour toujours. Et j'accepte. Et c'est dur, en fait, d'arriver au stade où tu es capable de le ressentir. C'est facile de le dire. C'est facile de se répéter j'accepte, mais ça change rien. Tant que c'est pas vécu, il se passe rien. C'est pour ça que moi, ce que j'ai pu voir de mon expérience, c'est que l'acceptation, c'est le plus grand pouvoir. En tout cas, face aux difficultés qu'on peut vivre, nous les humains. J'ai pendant longtemps eu du mal à expliquer ce que ça veut dire accepter, parce que c'est vrai que c'est un peu fou. J'allais te demander, qu'est-ce que tu t'entends par accepter? Comment t'as accepté? Parce qu'on se le dit tous, hein, on essaye d'accepter les situations, mais... C'est dur. C'est en même temps la chose la plus facile et en même temps la chose la plus dure. Parce que accepter, c'est l'action qui nécessite le moins d'efforts, dans le sens, c'est juste laisser les choses être telles qu'elles sont. C'est juste ça, accepter. Ne plus chercher à contrôler et à changer les choses. Donc en fait, c'est un non-effort. Et pourtant, c'est ce qui est le plus dur à faire pour nous. Bah oui, pour tout le monde. Hein. Ouais. Mais on n'est pas habitué à faire ça, justement. On va toujours se poser des questions, essayer de comprendre. On va jamais lâcher prise à se dire, bah c'est comme ça en fait. C'est clair. Et en fait, comment je l'expliquerai aujourd'hui, c'est un peu l'inverse de ce que nous dit le développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, souvent, ce que j'ai entendu moi en tout cas, dans le développement personnel, c'est faut y aller à fond, faut jamais rien lâcher, faut tout donner, etc., etc. Tu vois, ce truc de il faut foncer. Là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut abandonner. Carrément abandonner. Ouais. Il faut abandonner. C'est en allant dans le sens contraire, c'est-à-dire je vais pas chercher à me débarrasser du truc. Je vais lui demander de s'amplifier. Je vais pas chercher à me débarrasser de l'émotion ou de la sensation. Je vais plutôt lui demander, vas-y, va au maximum, envoie le maximum que tu peux de cette sensation. Envoie le maximum que tu peux de cette émotion. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, ça retire la résistance que tu as à cette émotion. La seule chose qui te bloque dans une émotion, c'est le fait que tu n'arrives pas à l'accepter. C'est le fait que tu y résistes, que tu veux pas qu'elle soit là. Si tu lui demandes c'est amplifié. Comment tu gères ça? Là, c'est du courage. Ouais, c'est ça. Tu lui demandes de s'amplifier au maximum et tu dis si je dois mourir, je vais mourir. Amplifie-toi au maximum et si je dois tomber dans les pommes, je tombe dans les pommes. En faisant ça, tu commences à devenir plus fort que les émotions, dans le sens où t'en as plus peur. C'est comme si, moi j'aimais bien cette métaphore-là, c'est comme si c'était un monstre
qui était devant toi et tu lui disais vas-y, tue-moi, vas-y. Et du coup, le monstre, il voit ça. Oui. Du coup, il a même plus envie de te tuer. Ouais. Parce que c'est trop facile. Ouais. Et c'est même pas que c'est trop facile, c'est qu'il se dit comment ça se fait qu'il a plus peur? Je peux rien lui faire en fait. Oui, tu peux pas l'atteindre. Ouais. Et du coup, ça te fait développer cette confiance en soi, qui n'est pas une confiance en soi sociale, genre waouh, comment le mec s'exprime, il a du charisme, il s'exprime bien. C'est pas ce genre de confiance en soi. Non, c'est toi versus toi-même. C'est ça. C'est juste entre toi et toi. Une fois que tu développes cette confiance-là, ça devient plus facile. Parce que les fois suivantes où les émotions reviennent, où les sensations reviennent, tu sais que tu seras capable de les regarder droit dans les yeux et qu'elles pourront pas te faire plus de mal que ça, quoi. Et ça a changé quoi pour toi à ce moment-là? Enfin, comment tu l'as vraiment ressenti? C'est devenu une habitude. C'est devenu un truc que je faisais régulièrement, dans le sens, je marche dans la rue et parfois, j'ai cette grosse angoisse qui monte, cette impression que la vision en tunnel, le champ de vision se rétrécit un peu et tout. Et dans ma tête, je me dis, au pire, qu'est-ce qui va je vais tomber. Au pire, je vais tomber. Vas-y, tombe. Tombe. Et je continue à marcher, comme si de rien n'était. Et t'es déjà tombé, justement, des moments comme ça? Finalement, c'est jamais arrivé. Ah oui. Ouais. Donc en fait, au moment où ça arrive, t'acceptes, et d'un coup, ça va mieux. Ça va pas mieux. Je cherche pas à faire en sorte que ça aille mieux. Mais ça, c'est pas pire. Je cherche pas En fait, le truc, c'est qu'il faut juste rien chercher. C'est-à-dire que tu invites le truc à se passer. Si tu dois tomber, tombe, c'est tout. Et en fait, c'est difficile parce que c'est en faisant ça, effectivement, que ça va mieux. Mais si tu le fais en te disant, je vais le faire parce que j'espère que juste après ça ira mieux, bah ça marche pas. Tu vois le truc? Ah oui, donc t'as déjà fait... tu as déjà pensé en te disant, bah oui, je vais accepter, ça va mieux. Ouais. Et là, ça marchait pas. Ça marche pas. Ok. Ouais. Parce que du coup, tu te dis, ça paraîtrait trop facile de se dire, oh, c'est bon, j'accepte. C'est un piège. Ouais. En fait, c'est quand tu crois vraiment et que tu laisses vraiment l'émotion se produire, quoi. Et du coup, c'est devenu une habitude. Et il faut savoir que la déréalisation et dépersonnalisation, c'est la conséquence d'une seule chose, c'est-à-dire c'est la conséquence de la peur et de l'anxiété et de l'angoisse. Donc c'est parce que tu as ressenti énormément d'angoisse pendant ton alternance que ça s'est provoqué. Exact. Et donc, la solution, c'est de ressentir moins de peur, moins d'angoisse. Comment on fait? Par le processus que je viens de dire, c'est-à-dire en n'ayant plus peur des émotions, en n'ayant plus peur des sensations, et en prenant cette habitude de ne pas résister aux sensations qui arrivent. Petit à petit, le cerveau comprend que, attends, mais c'est bizarre, il y a toutes ces sensations, mais pourtant il n'a pas l'air de se sentir en danger. Du coup, il commence à diminuer l'angoisse. Il se dit, ok, bon, bah, c'est que tout doit bien aller, alors. Il commence à diminuer l'angoisse. Petit à petit, au fil des jours, tu te sens de plus en plus apaisé, et jusqu'à ce que les sensations bizarres disparaissent complètement. Et donc aujourd'hui, tu arrives vraiment bien à gérer tes émotions? C'est quelque chose qui se produit plus vraiment ou tu te dirais que ça te suit toujours? Il y a un piège là-dedans, encore une fois. Quand je m'en suis sorti, je pensais que j'étais invincible. Et du coup, ça, c'est dangereux aussi? C'est dangereux aussi. On est toujours... je pense pas qu'on arrivera à un moment où, ça y est, on a tellement évolué qu'on est au-dessus de toutes les souffrances de la vie. Non. Ça, J'y crois pas du tout. Voilà. Et non, je suis pas à l'abri de qu'il arrive autre chose. J'ai fait face à d'autres trucs ensuite, à d'autres choses qui me traumatisaient, qui me faisaient mal émotionnellement et que j'avais du mal à accepter, que j'avais du mal à gérer, qui étaient différentes de ce que j'avais vécu avant. Peut-être moins pire. Comme quoi, par exemple? Il y a une peur en particulier que j'ai, qui est liée au fait d'avoir une maladie qui m'empêcherait de bouger, par exemple, tu vois, de bouger ou de voyager ou de faire les trucs que j'ai envie de faire. Par exemple, qui me pousserait à devoir rester cloîtré chez moi. Et ça, tu l'as développé après la dépersonnalisation ou... Bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'on a en nous plusieurs trucs comme ça, plusieurs choses qui nous ont peut-être traumatisés et qui viennent peut-être de l'enfance et qu'on les voit arriver une par une. Et quand elles arrivent, bah, c'est l'opportunité de les traiter. De les traiter, de les accepter, de ne plus en avoir peur. Elles arrivent comme ça par vagues. Et ça, tu saurais pas l'expliquer du coup? Si, peut-être. Il y a le truc que quand j'étais petit, je suis resté pas mal de temps à l'hôpital pendant plusieurs mois. Tout s'explique du coup. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça pourrait expliquer, effectivement. Ça pourrait. On ne dit pas que ça explique totalement, mais il y a de fortes chances que ce soit un traumatisme d'enfance et qu'aujourd'hui, tu veux surtout pas vivre la même chose, quoi. Je suis d'accord. Et tu mets des choses en place pour éviter cette peur? Je me prends des baffes. C'est-à-dire? J'ai l'impression que la façon par laquelle moi j'apprends le mieux, c'est en prenant des baffes, c'est en vivant les choses
négatives, malheureusement. Peut-être que si j'avais été plus intelligent ou plus, je ne sais quoi, j'aurais trouvé une autre stratégie. Mais apparemment, c'est pas le cas. Pas sûr que ce soit lié à l'intelligence, Ouais. mais c'est assez humain. Quand on tombe très bas, on retient plus les choses. Hein. Et qu'en faisant des erreurs qu'on apprend vraiment. C'est ça. Mais du coup, non, je me prends encore des baffes jusqu'à aujourd'hui. Et quand la baffe arrive, je me dis, ok. Comment réagir? Quoi faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Mais tu consultes pas, parce que vu que ça t'a pas aidé pendant la dépersonnalisation, tu crois plus du tout au corps médical. J'avoue que j'ai beaucoup de doutes là-dessus. C'est pas que j'y crois plus. Je suis sûr qu'il y en a qui sont très doués dans ce qu'ils font. Ce en quoi je ne crois pas, une personne qui a lu un truc dans un livre et qui n'a pas vécu le truc que moi j'ai vécu, elle peut pas m'aider. Je sais qu'elle peut pas m'aider. Oui, parce que c'est trop intense, trop particulier pour... C'est trop particulier. J'ai l'impression que ça fait même pas partie du monde des humains. Et t'as pas essayé, parce que peut-être tout ce qui est lié à la médecine traditionnelle, ça fonctionne pas, mais t'as jamais essayé des médecines parallèles? Jamais, mais ça m'intéresserait de voir ce qui se passe. Ou d'aller voir un peu des chamans ou des gens qui justement voient les choses différemment. Ah, si, je suis déjà allé voir. Si, j'ai déjà eu affaire à des gens un peu spéciaux. Parce que c'est sûrement ceux qui seront les plus à même de te comprendre. Peut-être. Ou au moins au-delà de comprendre, mais d'imaginer que c'est possible. Ouais. Parce que je pense que quand tu parles à la plupart des gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça paraît un peu illuminé même. Ouais. Mais des gens qui voient des choses qui n'existent pas pour la plupart, je pense que eux, peut-être, peuvent t'aider. J'en ai vu 2. Et ça t'a aidé? Je dirais pas que ça m'a aidé. Je dirais que ça m'a peut-être juste fait comprendre des trucs. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Après, je suis quelqu'un de très sceptique. C'est-à-dire que je me laisse pas facilement convaincre par des gens qui disent avoir des capacités spéciales. Donc même si une personne comme ça me dit quelque chose, je vais toujours garder une part de doute, de remettre en question et me dire peut-être que c'est pas vrai. Mais en même temps, j'ai un côté très spirituel où je crois beaucoup en l'aspect spirituel du monde, de la vie. Et que le monde physique, c'est juste la surface. Oui, parce que tu l'as un peu expérimenté en soi. Ouais. Alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Avant, je m'en foutais. Pour moi, il y avait que ça. Je peux le voir, je peux le toucher, donc ça existe. Et tout le reste, ça n'existe pas. Oui, donc là, t'as dû vraiment changer du coup. Ouais, c'était un gros changement, ouais. Et comment tu fais pour vivre avec tout ça maintenant, dans ton quotidien? Franchement, tu t'habitues. En fait, quand tu expérimentes un truc comme ça change effectivement un truc à l'intérieur. Mais après, tu repars dans la vie et tu recommences à avoir des objectifs, tu recommences à voir des gens, tu recommences à vivre des relations et tu repars dans la vie bien matérielle, bien physique comme tout le monde, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on oublie au bout d'un moment. Et dans tes relations, justement, ça a jamais pas posé problème, mais au moins posé question ou... Pas vraiment, non. Non? Non. Ça t'a permis de vivre totalement normalement? Je pense que je suis suffisamment rationnel pour pas tomber dans des trucs qui me permettraient pas de vivre normalement après ça. Après, ça a peut-être créé certains paradoxes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre, mais en même temps, il y a une part de moi qui s'en fout complètement de les atteindre. Oui, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance si tu sais que derrière, il y a une fin, mais tu les atteins, tant mieux, tu les attends pas, ça change pas ta vie, quoi. Ouais, ouais. Et pourtant, il y a une part de moi qui veut quand même vraiment les atteindre, tu vois. C'est déjà pas mal. Ouais. Et en même temps, je sais que même si je les atteins, ça va rien changer, quoi. Enfin, on verra. Oui. Et quand tu parles justement de tes objectifs, je me pose la question, pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Parce que du coup, tu as juste expliqué au tout début que tu faisais des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment tu as commencé? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'avoir un travail normal. J'avais pas envie d'avoir des horaires. J'avais pas envie d'avoir un patron qui me donne des ordres. J'avais pas envie de revivre la même chose. J'avais pas envie qu'un travail impacte ma santé mentale comme ça a été le cas. Ouais, voilà. Donc, c'était principalement pour cette raison. Et du coup, tu as commencé un jour comme ça En fait, au début, j'ai commencé à essayer de monter des business de e-commerce, etc. J'avais pas cet objectif dès le début d'être sur les réseaux et de raconter tout ça, tout ce que je raconte. C'est venu après. C'est venu quand j'ai échoué au business que j'ai essayé de monter. Je me suis dit, bon, en vrai, qu'est-ce que t'aimes vraiment bien? Qu'est-ce que t'aimerais vraiment bien faire? Parce que je savais très bien que si j'ouvrais des business, c'était pour l'argent. C'est pas parce que ça me passionnait. Donc je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire et en fait, j'avais en tête tous ces gens que moi je regardais sur YouTube et qui m'avaient aidé. Et je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça en fait. Il me manquait un peu le courage de le faire. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est courageux de parler de ses problèmes sur les réseaux. C'est vrai qu'au début, c'est se mettre à nu. Hein. Carrément.
Maintenant que j'y pense, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu tellement normal. Oui. J'ai même pas l'impression que ça a été dur à un moment de se lancer. Mais en fait, quand j'y repense, effectivement, c'était dur de se lancer. Mais c'était un peu moins dur. J'ai eu un certain avantage, c'est que ce que j'avais vécu, la dépersonnalisation, ça avait cassé un peu mon identité. Et puis t'étais totalement légitime d'en parler, tu l'avais vécu. Ouais, Parce aussi. que souvent c'est ça, on se dit un peu le syndrome de l'imposteur, mais qui je suis pour parler de ça ou faire ça. Toi, en fait, t'es très bien placé pour parler de la dépersonnalisation, tu l'as vécu. Effectivement. Au début, on se dit pas ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Et du coup, t'as commencé à faire des vidéos tu racontais quoi? Bah, figure-toi que la toute première vidéo, c'était sur la dépersonnalisation des réalisations. Donc tout de C'était suite. sur ce sujet-là et c'était sous forme de... C'était comme un petit court-métrage. Je l'ai plus, elle est plus sur YouTube aujourd'hui. Ah, elle est plus. Ouais. Parce que du coup, quand tu m'as dit ça, j'étais remontée à la première. Et Je l'ai retiré pas longtemps, pas longtemps, mais peut-être un an après l'avoir posté, parce qu'après, bon, je passais sur TikTok. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Puis après, j'ai voulu tout renouveler, repartir de zéro. Donc, j'ai supprimé les anciennes vidéos que j'avais fait avant. Et ça a pris tout de suite? Non, pas du tout. Au début, ça faisait très peu de vues. Hein. Cette vidéo-là a dû faire 300, 400 vues sur YouTube. Ouais, en fait, mes vidéos dépassaient pas les 1000 vues sur YouTube. Ce qui était déjà pas mal en soi. C'est pas mal. Mais c'est vraiment TikTok qui m'a fait exploser. Ouais. Et t'as publié sur TikTok longtemps après? Avant de me lancer sur YouTube, j'ai procrastiné pendant un peu plus d'un an. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où je l'ai fait. Non, mais tu vois, c'est bien de le dire. Ouais. Parce que quand on voit un compte à 1 million d'abonnés, ça paraît... On se dit waouh, mais derrière, on se dit pas qu'il y a des années où t'as essayé, où ça n'a pas fonctionné, où t'as retenté. Ouais, c'est clair. Et c'est bien de le dire. Oui. Merci. Bah, c'est le cas. Parce qu'il y a eu un an procrastination, j'ai fait la première vidéo, et ensuite, l'année qui a suivi, j'ai sorti en tout 4 vidéos. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit parfait, parce que je prenais du temps, je voulais le script parfait, les images parfaites, etc. Et quand tu sors 4 vidéos en un an, c'est compliqué. Ça peut pas marcher. Bah oui. C'est des vidéos courtes? Non, c'était des vidéos d'une dizaine de minutes. Okay. C'était le format YouTube, classique avant. Oui, mais tu publiais pas assez pour que les gens te reconnaissent et s'identifient. Encore, si c'était des ultra-productions, peut-être que ça aurait marché, mais moi, j'étais un débutant. Donc, forcément, 4 vidéos, c'était pas suffisant en un an. À 40 minutes en une année, ça satisfait pas beaucoup de personnes. C'est clair. J'étais au chômage à ce moment-là parce que je me suis dit, je vais mettre au chômage, j'arrête tout. Et mon objectif maintenant, c'est de percer sur les réseaux. Mais à ce moment-là, tu voulais en vivre? Je voulais en vivre. Et je me suis donné 2 ans. Donc, la première année, j'ai posté 4 vidéos. La deuxième année, échec. Ensuite, j'ai un peu arrêté, j'ai un peu laissé tomber. Je me suis dit, bon, ça va pas marcher. Et là, j'ai commencé à avoir une petite phase où je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Je vais devoir redevenir salarié, j'ai pas du tout envie. Et un jour, j'ai un pote qui m'a parlé de TikTok. C'était les tout débuts, du coup. Ouais, TikTok venait d'être un peu connu en France. En France, ouais. Il me commence à me parler de ça, il me dit que ça marche bien et tout, que je devrais faire ça. Il savait que je faisais des vidéos et tout. Moi, je dis ouais, ok, d'accord. Mais j'y croyais pas trop. Oui. Donc, j'ai attendu encore 2-3 mois. Et puis après, un jour, j'ai posté une vidéo. Et là, ça a démarré. Tout de suite. Ça a démarré. Elle a fait 10 000 vues, la première. Ce qui n'est pas énorme pour TikTok. Oui, mais pour une première vidéo, personne te connaît, tu débarques, c'est pas mal. Justement, j'ai vu ça et je me suis dit, ok, c'est incroyable, ça marche. Et ça y est, j'arrête plus. Là, j'ai posté une vidéo par jour. Une vidéo par jour? Pendant plusieurs mois, ouais. Ah oui, donc t'es passé du tout au tout. Ouais. D'un coup, t'as eu de l'inspi et c'était ok, quoi. Mais je savais, en fait, ça y est, c'était la preuve que c'était ça. Du coup, je pouvais pas lâcher à ce moment-là. Et même, j'étais arrivé à un stade où, si je poste pas une vidéo un jour, je me sens super mal. Je me sens hyper coupable de pas l'avoir fait. J'ai l'impression que tout va s'écrouler si je poste pas une fois par jour. Ouais, c'était devenu l'extrême, quoi. C'est ça. Et donc, tu parles de tout ce qui t'est arrivé? Plus ou moins, ouais. Je parle de ce qui m'est arrivé. En fait, je dirais plutôt que je parle de tout ce qui m'intéresse. Ok, c'est différent. Pas de ce qui m'est arrivé. Au début, j'avais pas vraiment de niche précise. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Je savais pas ce que c'était une niche. Je savais rien. Mais tu publiais des vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Je faisais juste des vidéos. Je pensais à un sujet qui m'intéresse et je faisais une vidéo dessus. Après, bien sûr, c'était toujours autour des mêmes sujets. Donc, c'était un peu la psychologie, développement personnel. Des trucs, de cet ordre-là. Et ça a pris très vite. Et disons qu'en 2 semaines, j'avais 100 000 abonnés sur TikTok. Belle perf. Après, j'étais aussi arrivé au bon moment. Oui. C'était la période du Covid. Après le Covid, ouais. Tu parles de santé mentale pendant le Covid, ça résonne pour tout le monde. Et t'en fais quoi, du coup, de ces abonnés à ce moment-là? Au début, rien. Je faisais juste des vidéos, j'étais content. Puis après, il a
il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien quand même gagner de l'argent avec ça. C'était ton but? Ouais. J'avais eu des partenariats, quelques partenariats. Et TikTok te rémunère, non? À partir d'un certain nombre À l'époque, de non. vues. Ah, pas à À l'époque? l'époque, c'était pas le cas. Ça s'est Ok. arrivé plus tard. Oui. Ou alors, c'était déjà le cas, mais c'était vraiment, tu gagnais Oui, tu gagnais rien du tout, 5 quoi. centimes Ouais, pour 1 million de vues, tu oui. vois. Ah oui, fallait être fort quand même. Hein. Ouais. Hum, Donc, c'était ridicule. Oui. Donc, c'était soit les partenariats, ou soit il fallait que tu crées un produit à vendre. Et donc, moi, j'ai commencé à créer des programmes D'accompagnement. d'accompagnement sur, bah, pareil, sur les mêmes sujets, autour du développement personnel. Et ça a bien fonctionné pour toi? Ouais, dès que j'ai lancé le truc, ça a fait tout de suite des ventes, alors que j'y connaissais pas grand-chose. Hein. Mais j'ai quand même eu quelqu'un pour m'aider. Je n'étais pas Ok. tout seul. J'avais un pote qui s'y connaissait en tout ce qui est marketing en ligne, etc. Donc il m'avait un peu aidé là-dessus. Et après, bon, bah, j'ai continué sur la lancée. Et t'arrives à en vivre? Parce que je pense que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Les métiers sur les réseaux sociaux, très peu de gens comprennent. Je vais te dire un truc. En fait, quand tu as un objectif et que tu crois que tu veux vraiment un truc et que tu crois qu'une fois que tu l'auras, c'est bon, c'est jamais le cas. Mm. À chaque fois que j'ai eu un truc, ce truc est devenu un problème. J'ai commencé à avoir plein d'abonnés, j'étais super content, je savais pas ce qui se passait. D'un coup, j'avais eu l'impression d'être devenu célèbre à mon échelle, hein, à une Oui, toute bien sûr. petite échelle. Mais quand même, Mais t'étais pour moi, reconnu, c'était les gens te énorme. suivaient. Ouais. Tous les commentaires, tous les trucs, c'était énorme pour moi. Donc j'ai eu ça. Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que vu que j'ai réussi à avoir ce succès, j'ai commencé à avoir peur de le perdre. Ouais. J'ai commencé à me mettre beaucoup de pression. J'ai commencé à faire des vidéos pour faire des vidéos et pas parce que ça me plaisait ou parce que j'avais envie. Oui, t'avais la pression, fallait que tu Ouais. continues à le faire. C'était devenu une obligation et du coup, c'était devenu désagréable. Ça a fait que j'ai eu des périodes où j'arrêtais de poster complètement pendant plusieurs mois. Donc, Et où tu te sentais mal, sûrement. je me sentais mal. Je me sentais mal, je me sentais coupable. Je me demandais pourquoi je faisais ça. C'est arrivé avec les vidéos, c'est arrivé avec les produits que je vendais, c'est arrivé avec quasiment tout. C'est pour ça que je te disais, en fait, moi, je fonctionne que par baf. J'ai besoin de faire les erreurs. Ouais, tu comprends. Bah, encore une fois, finalement, le sentiment de paix ou d'être bien ou d'avoir une vie cool, il vient pas de l'extérieur. Ah bah non, il n'y a que toi qui peux rendre ta vie meilleure et te rendre heureux. Bah ouais. Moi, je pensais qu'avec 1 million d'abonnés, c'est bon, t'as gagné. Oui, tu gagnes quoi au final? Bah, c'est pas grand-chose, en fait. Enfin, ça peut te permettre... Enfin, ça peut t'ouvrir des portes, ça peut te permettre de créer un métier, ça peut te permettre plein de choses, des rencontres. Mais tu peux aussi très vite te perdre. Pour moi, maintenant, c'est dissocié, en fait, les deux. Les circonstances matérielles. Bon, après, on pourrait aller dans des extrêmes, tu vois. Mais si on va pas dans les extrêmes, même si on arrive à obtenir les trucs qu'on pense absolument vouloir, c'est pas forcément ça qui va nous rendre heureux. Parce qu'en fait, c'est plus à l'intérieur que ça se passe. En fait, peu importe la circonstance, ça peut bien se passer et mal se passer. Peu importe si t'as le truc ou si t'as pas le truc. Tu peux avoir le sentiment que c'est cool, que ta vie est bien, et tu peux avoir le sentiment que ta vie c'est de la merde. Tout comme on le voit chez certaines stars qui sont complètement déprimées alors qu'elles ont tout. Bah, elles ont tout, elles ont l'argent, elles ont la reconnaissance, mais à l'intérieur, donc ça elles montre savent même bien pas vraiment qui elles sont souvent. C'est ça. Après, évidemment, le mieux c'est d'avoir les deux. Bien sûr. On va pas se mentir. Et du coup, aujourd'hui, tu penses que c'est quoi qui te rend réellement heureux? La même chose. Parfois, j'oublie. Parfois, j'oublie. J'ai besoin de me rappeler de temps en temps de cette sensation, de ma philosophie de vie, ma façon de voir la vie. C'est quoi cette philosophie? C'est un peu spirituel. C'était OK pour partager, ça peut résonner pour plusieurs personnes. Bah, disons que ça concerne que moi. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je dis pas la vérité. Mais moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe là, en fait, ce monde, c'est l'univers qui s'explore lui-même à travers toutes les perspectives, à travers tous les humains, à travers tous les animaux, à travers tout. Pour pouvoir faire toutes ces expériences, l'univers a dû faire semblant de se diviser. Parce qu'en fait, si tu veux, si on remarque, il n'y a rien qui sépare les cellules de mon corps des cellules de l'air, des cellules de ton corps. Tout est lié. Tout est en constant mouvement. Et c'est une illusion, cette séparation. Mais pour qu'on puisse faire l'expérience de discuter, toi et moi, il fallait qu'il y ait l'illusion de la séparation. C'est de cette façon que l'univers s'explore lui-même à travers toutes les perspectives possibles. Si tu veux, c'est comme s'il explorait son propre infini. Et du coup, moi, je suis l'un des personnages de cet infini. Je suis en même temps l'un des personnages et en même temps, je suis tout l'univers.
comme tout le monde. Le fait de savoir ça, ça me donne un sentiment de paix. Ça me donne le sentiment que peu importe ce qui arrive, ça n'a rien de grave. Oui, tout se passera bien, quoi. Tout se passera bien. C'est comme ça que ça devait être. C'est exactement ça que je devais expérimenter. Mais c'est un peu croire au destin aussi, ou pas du tout? Ouais, on pourrait dire ça. Et en même temps, pas vraiment. Parce que le destin, j'ai l'impression, ça sous-entend l'idée que t'as pas le choix, que tu peux rien, Oui, que tu peux pas que t'as choisir. pas de libre arbitre. Je pense pas que ce soit le cas. On pourrait aller encore plus loin. Je sais pas si t'as envie qu'on ait. On peut développer rapidement. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du concept des lignes de réalité. Rapidement. Ok. Et tu peux en parler. À cet instant, c'est comme si il y avait des millions de potentielles réalités. Selon la décision que je vais prendre, et je pense que c'est encore plus une décision intérieure, c'est-à-dire comment je vais choisir de me sentir à cet instant, je vais être sur l'une de ces lignes de réalité. Et du coup, le destin, ça serait le cumul de toutes ces lignes de réalité. C'est comme si tu avais un CD avec un film, mais le film a des milliards d'issues possibles. Mais elles sont toutes sur le CD. Moi, je suis Marc, et donc j'ai toutes les possibilités de réalité qu'a Marc. Je peux aller dans plein de directions. Et oui, il y a une certaine limitation, on pourrait dire ça. Il n'y a pas un destin qui fait que c'est que tout droit, tu peux avancer que tout droit, tu peux avancer dans plein de directions, mais dans la limite de ce CD, si tu veux, de ce film. Et ça, c'est cool, c'est ça qu'on est en train de jouer. Et j'ai l'impression même que, en fait, toutes ces réalités existent simultanément. Et moi, je ne fais que voyager entre ces différentes réalités. J'aime bien voir les choses comme ça. En fait, ça me semble logique. Ça me semble logique parce que les gens voient cette planète comme bon voilà, c'est une planète, c'est le monde matériel, c'est le vrai monde. C'est ça le normal. Ça n'a rien de normal. Ça n'a rien de normal que la planète existe. Ça n'a rien de normal que quand tu regardes dans le ciel, il y a ça va à l'infini. Ce monde n'a strictement rien de normal. Mais il y a plein de sociétés qui pensent la même chose que toi. Celles qui sont très axées spiritualité. Ouais. J'ai vécu à Bali l'année dernière. Ce que tu me dis, je retrouve beaucoup de choses que tu me dis dans ce que certains chamans ont dit. Ok. Donc, et c'est la même chose au Mexique, et c'est la même chose dans certains lieux sacrés. Et ces civilisations pensaient déjà ça il y a des milliers d'années, tu vois. Enfin, c'est pas déconnant. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, ça peut s'expliquer. Moi, c'est ce qui me semble logique, aujourd'hui. Après, il y a aussi un truc, on m'a posé une question un jour, qui est, mais comment tu sais que tu dis pas juste tout ça pour te rassurer? Peut-être que c'est le cas. Peut-être. Et au pire, si ça te rassure, tant mieux. On fait tous des choses pour nous rassurer. Hein. On peut jamais savoir si on est dans la vérité ou... Et moi, je dirais même que peu importe que ce soit vrai ou pas, de toute façon, l'univers n'a pas besoin de moi pour connaître la vérité. La vérité existe. La vérité n'a pas... J'ai pas besoin de posséder la vérité. Elle se possède elle-même. Peu importe ce que Marc croit ou pas. Et ça, c'est cool aussi. J'ai pas besoin d'avoir la bonne réponse ou d'être... c'est un peu ce truc de perfection aussi. J'ai pas besoin d'être parfait. Du moins sur ça. Voilà. J'allais dire, du coup, il faut l'appliquer. Pour les phrase, vidéos, je la retiens. Pour les vidéos, c'est autre chose. Voilà. Ouais, ça, c'est un truc sur lequel j'ai du mal. Quand il s'agit de faire des vidéos, je sais pas pourquoi c'est aussi dur. Et pourtant, tu publies quand même. Ouais, je pourrais publier plus. Ouais, tu as publié plus, du coup. Ouais. Parce que rien n'est jamais parfait. On peut tous faire mieux, tout le temps. Carrément. Mais si tu publies pas, tu feras jamais mieux, quoi. C'est clair. Et comment tu vois un peu ta vie dans les prochaines années Comment tu imagines Marc vieillir? J'ai beaucoup de mal à voir le futur. Vu que t'es dans le moment présent. Pas forcément, je suis pas tout le temps dans le moment présent, mais j'ai beaucoup de mal à voir loin dans le futur. Mais qu'est-ce que tu te souhaites? D'avoir suffisamment d'argent pour ne pas devoir retourner faire un boulot que j'aime pas. Ouais, c'est ce qui est important. Pouvoir bouger quand je veux, voyager, etc. Pouvoir partager de façon plus libre. J'aimerais, en fait, c'est ça, partager de façon encore plus libre les trucs que j'ai envie de partager. Tu sais, ce qu'on parlait tout à l'heure, donc tout ce truc de la pression, je veux que les vidéos soient parfaites, est-ce que c'est suffisamment bien ou pas? Je pense que je suis sur le chemin pour être de plus en plus authentique, de plus en plus moi-même. Et c'est ce que les gens veulent? Ouais. C'est ce qui fait que les gens te suivent. Je suis d'accord. Et tu sais, malgré ça, il y a cette idée de... Si tu te montres, je pense pas être le seul à avoir ce truc-là, mais il y a cette idée de si je me montre vraiment comme je suis, ça sera pas suffisant. Tu vois, il y a ce truc-là. Bien sûr.
Alors que tu as montré une partie de toi, ce que tu as voulu montrer. Ouais. Et ça a plu, donc ça devrait t'encourager justement à montrer, à continuer. Parce que t'aides forcément tellement de gens en parlant de tout ce que t'évoques. C'est pas faux. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui aimerait se lancer ou à quelqu'un qui vit ce que toi t'as vécu? Donc, quelqu'un qui aimerait se lancer, franchement, j'ai pas envie de donner un conseil que moi-même j'aurais pas écouté. Alors donne un vrai conseil. Qu'est-ce que tu dirais aux marques qui voulaient pas se lancer de l'époque? Arrête de rendre ça important. Ça, c'est un bon conseil. Ça c'est un truc qui Ouais, me c'est fait me vrai. sentir mieux, qui rend les choses plus faciles. Retirer de l'importance à ce que tu fais. Ça a beau être ta passion, ça a beau être le truc duquel tu veux vivre. Si tu peux le faire sans y accorder trop d'importance, ça sera beaucoup plus facile et probablement le résultat sera beaucoup meilleur. Est-ce que tu continues du coup ou t'essayes d'être le plus naturel possible ou est-ce que des fois tu reviens un peu dans tes travers en te disant non, il faut que je fasse ça, ça, ça? Je me reprends de plus en plus souvent. Je pense que je vais dans la bonne direction, mais il y a encore des moments où il y a ce truc qui revient de Oui. c'est pas assez bien, il faut que ce soit mieux. C'est bien d'améliorer les choses. C'est bien d'avoir un esprit critique, Ouais, mais c'est pas bien que ça t'empêche de faire les choses. exact. Donc ouais, retirer de l'importance. C'est ça que je dirais. C'est un bon conseil. Et par rapport à ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est vraiment dans une période compliquée? Je sais pas si les choses qui, moi, m'ont aidé aideraient les autres. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement d'essayer de comprendre le monde, comprendre le fonctionnement du monde, me comprendre moi-même. C'est ce qui permet d'avancer, parce que souvent, si tu comprends pas ce que tu fais... Ouais, carrément. Ouais. J'ai souvent tendance à me dire les trucs qui, moi, m'ont aidé aideront peut-être pas les autres. Pourquoi? Parce que il m'arrivait souvent de dire des trucs qui, moi, m'ont beaucoup aidé, et j'avais l'impression que quand je le disais, Ça résonnait pas. ça résonnait pas avec... Sur les réseaux, par exemple? Ouais, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit... En fait, si tu veux, c'est comme si ça aurait demandé 5 heures d'explication Hmm. avant de dire le dernier truc, qui est le conseil en lui-même, tu Oui. vois. Avant ça, Il y a toute la démarche, quoi. avant ça, il y a une grosse résistance. Par exemple, le fait de dire accepter, c'est trop court. La plupart des gens vont dire mais non, qu'est-ce que tu racontes, accepter, j'ai pas envie de rester dans cet état. Hmm. Et c'est logique, tu vois, comme Oui. réponse. Oui, il faut que tu expliques tout le processus pour Ouais. que ça ait du sens. C'est ça. Donc ouais, en fait, c'est un gros... Pour moi, en tout cas, ça a été un gros travail d'introspection. Il y a beaucoup de gens qui disent trop réfléchir, c'est pas bien. Je suis d'accord, c'est pas forcément bien, mais j'ai l'impression que quand même, en réfléchissant beaucoup, tu finis par trouver certaines réponses. Sans réfléchir, tu trouves pas de réponse, Ouais. ça c'est une évidence. Ouais. Après, trop réfléchir, ça peut t'empêcher des fois de réellement avancer. Donc, il faut aussi qu'il y ait un passage à l'action ou qu'il y ait un changement qui se produise. Mais sans la réflexion, tu fais rien. C'est clair. Puis on va pas tous au même rythme. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être accepter ça aussi. C'est que des fois, on voudrait que ça aille plus vite et... On en revient à l'acceptation. Bah oui, non mais c'est vrai. Franchement, je pense que tout est une question d'acceptation en soi. Même pour les choses qui t'arrivent, ouais, pour tout. J'avais lu une phrase qui disait la vie est un mélange de lâcher prise et d'action. Et je trouve que Ouais, c'est vrai. C'est une belle phrase. Ça résume bien. Ça résume très bien même. J'adore. Je me retiendrai cette phrase. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais on s'approche de la fin de l'épisode. Je t'ai demandé d'emmener un objet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux me dire quel est cet objet et pourquoi il te tient à cœur? J'ai ramené un petit carnet. En fait, quand tu m'as demandé ramène un objet, ça m'a perturbé parce qu'il n'y a pas vraiment un objet auquel je tiens particulièrement. Je possède pas grand-chose, c'est-à-dire je possède les trucs essentiels, un ordinateur, un téléphone, du matériel pour faire mes vidéos. Le reste, c'est pas très important. Mais je me suis souvenu d'un truc qui a eu une importance à un moment, c'est ce petit carnet. Et en fait, ce carnet, c'est le premier carnet dans lequel j'ai commencé à écrire en mode introspection, à écrire mes pensées, à écrire des choses. C'est avec ça que j'ai commencé à réfléchir. Ouais, en fait, c'était la première étape. Je l'ai acheté quand j'ai eu la dépersonnalisation, durant cette période. Donc peut-être quelques mois après que ça ait commencé. Et du coup, il y a des trucs écrits dedans que je pensais à certains moments, à cette période. En fait, ça t'a permis de réellement mettre des mots sur ce que tu ressentais. Ouais. Et c'était la première étape, quoi. C'était la première étape. En fait, je sais même pas si c'est des mots sur ce que je ressentais. C'est juste, je discutais avec moi-même. Je me donnais des conseils. Je me donnais juste des conseils à moi-même. Mais du coup, c'est un objet qui a beaucoup de sens pour toi. Ouais.
Tu reviens, enfin, tu l'ouvres des fois? Jamais. C'est la première fois? Ouais, je pense que ça fait des années que je l'ai pas ouvert. Mais non. Ouais. Là, je suis en train de lire quelques trucs qu'il y a dedans. C'est marrant. Et c'est fou, du coup. En fait, je me donnais vraiment des conseils. Bah, tu vois, ça, c'est un conseil, du coup, d'écrire. Ouais. Ah oui, ouais, carrément. Ah oui. Ouais. Mais on n'en a pas parlé. On pourrait prendre Le pouvoir de celui-là. l'écriture. Ah Parce non, qu'au final, c'est ce qui t'a aidé. complètement. Ah bah, tu vois. Bah, ouais, en Ça, fait, c'est un conseil pratique. Écrire. écrire. Je suis d'accord. On le fait tellement peu, en plus. Non, franchement, l'écriture, c'est trop, trop bien. Surtout l'écriture. Alors, moi, il y a un type d'écriture que je préfère. J'aime pas juste écrire ce que je ressens. Je trouve que ça mène nulle part. J'aime bien écrire ce que je ressens et ensuite essayer de trouver d'autres trucs, d'autres chemins. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Je peux rien faire pour que ça aille mieux? Est-ce que vraiment je peux rien faire? Est-ce que je peux préparer un plan pour que peut-être plus tard ça aille mieux? Ouais, t'analyses, en fait. Voilà. Et si je peux pas, comment est-ce que je peux faire pour accepter ça? Tu vois? Oui. On peut aller dans plein de directions. Ouais, mais en fait, c'est un peu comprendre les mécanismes de tes pensées, ton C'est ça. cerveau, tout ça. Par contre, il y a un piège qui peut être dangereux, c'est j'écris ce que je ressens. Je me dis, ouais, de toute façon, ma vie, c'est de la merde. De toute façon, j'ai envie de mourir. De toute façon, là, ça va pas dans le bon sens, quoi. Et j'ai vu Oui, beaucoup mais de tu gens qui ont fait trouves ça. des solutions pour que ça aille mieux? Ou c'est cercle... Mais en fait, j'ai vu beaucoup de gens écrire uniquement ce qu'ils ressentaient, donc ce qui allait pas, et c'est tout. Et ils s'arrêtaient là. Ah bah, du coup, c'est pas très constructif, ça. Ouais, voilà. Ça, c'est dommage. Oui. Il faut quand même qu'il y ait une direction vers une forme de solution. Et une solution, ça peut être accepté. C'est pas forcément obligé d'être une solution où vraiment le problème va se régler. Et ouais, se donner des conseils à soi-même, être son propre ami. Toi, c'est ce qui t'a aidé. Ouais, carrément. T'as fait tout le processus tout seul. Je pense que j'ai eu de la chance. Je sais pas si c'est de la chance. Moi, j'ai un peu de mal avec ce mot. Ouais. C'est trop facile de dire qu'on a de la chance. Ouais, mais ça serait venu d'où? T'as eu le courage de vouloir comprendre ce qui t'est arrivé, de vouloir changer cette situation. C'est pas de la chance. Pour moi, t'as eu du courage de le faire. Il y a sûrement beaucoup de gens qui abandonnent dans ces situations. Et c'est une autre forme de courage, sûrement. Mais c'est pas de la chance. Enfin, ça s'est pas tombé dessus comme ça où tu te dis, bah, aujourd'hui, je vais mieux. Non, Ouais. ça s'est pas passé comme ça. Ouais, c'est clair. Si t'avais vraiment eu de la chance, ça se serait sûrement jamais produit, tu vois. Hmm. Mais c'est arrivé pour une raison, sûrement, qu'il faut creuser un peu plus sur pourquoi tout ça est arrivé, mais c'est pas de la chance pour moi. Après, peut-être pour toi, hein, mais on est tous... Non, moi, je suis ouvert à plusieurs perspectives, à voir les choses de plusieurs façons. Je suis pas arrêté sur un avis. Ouais, je suis d'accord. J'avoue que peut-être parfois j'ai du mal j'ai l'impression que si je dis des trucs comme ça, c'est comme si j'essayais de me vendre ou de me prouver ou de montrer que je suis spécial ou, tu vois. Non, mais on est tous spécial d'une Ouais. manière ou d'une autre. Mais je pense que des fois, il faut juste... Enfin, c'est bien de reconnaître que oui, t'as été courageux dans certaines Ouais, situations c'est vrai, t'as raison. et pas dans d'autres, tu vois. On sait pas comment on réagirait. Des fois, on se dit, ah, mais face à telle situation, mais bien sûr que j'aurais fait ça. Mais pas du tout, en fait. Ouais. Quand ça nous arrive, tu dis, non, là, je suis incapable. Mais t'as eu le courage de dire, oui, je veux m'en sortir. Moi, je trouve ça courageux, en tout cas. Ok, bah merci. Et ben, écoute, merci à toi d'avoir partagé ton parcours. Je pense que ça peut aider énormément de personnes dans plein de situations. Pas forcément la dépersonnalisation, mais juste des moments où ça va pas et se dire, comment je fais? Et je pense que c'est important d'en parler. Donc vraiment, continue à en parler. Et en plus, tu vois l'impact positif que ça a sur les gens. Et bravo pour tout ça. Et continue d'être courageux. Merci. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.